8 millions de dollars pour une usine de tomates. Le déclic paraît presque trop petit pour être sérieux. À l'échelle des grands programmes, ce chiffre ressemble à une note de bas de page, mais au Burkina Faso, il devient un signal. Produire, transformer, vendre sur place, puis étendre la logique aux routes, au solaire et aux soins, secteur après secteur. Que signifie pour ceux qui suivent les Burkina Faso News que cette trajectoire soit assumée par Ibrahim Traoré comme une méthode et non comme un simple symbole? Si la cadence tient, l'idée peut durer. Ce récit ne promet pas une success story instantanée ni un modèle exportable clé en main. Il propose autre chose. Comprendre, en suivant des faits précis, comment une série de choix concrets peut modifier durablement la trajectoire d'un pays enclavé, soumis à des contraintes économiques, énergétiques et logistiques lourdes. L'enjeu dépasse la réussite technique de quelques chantiers. Il touche à une question centrale. Un État peut-il renforcer sa souveraineté économique sans retomber dans une dépendance extérieure déguisée, ni s'isoler de son environnement régional? Dans le cas du Burkina Faso, l'approche portée par Ibrahim Traoré repose sur une promesse claire: transformer des investissements modestes en leviers cumulatifs, capables de résister aux chocs, qu'ils soient climatiques, sécuritaires ou commerciaux. Le bénéfice pour le lecteur est précis: disposer d'une grille de lecture factuelle pour distinguer ce qui relève du symbole politique et ce qui constitue un changement structurel mesurable. Car si la dynamique observée fonctionne, elle interroge bien au-delà du Sahel. Elle questionne la manière dont des sociétés fragilisées peuvent reconstruire de la capacité d'action, non par l'attente, mais par l'organisation progressive de leurs propres ressources. 8 millions de dollars ont suffi à inverser une inertie ancienne, et plus de 300 000 personnes bénéficient désormais de l'électricité issue du programme solaire Yelen. Ces deux chiffres, modestes en apparence, constituent la mini-révélation centrale. Ils montrent comment une contrainte structurelle peut devenir un levier productif lorsque les investissements sont pensés comme des points d'appui successifs plutôt que comme des projets isolés. Pour comprendre cette logique, il faut revenir au point de départ. Pendant des années, une part importante des récoltes maraîchères du Burkina Faso se perdait faute de débouchés locaux. Les produits quittaient rarement les champs ou arrivaient trop tard sur des marchés inexistants. L'ouverture d'une usine de transformation de tomates change cet équilibre. Elle crée un acheteur stable, fixe un prix prévisible et introduit une première transformation de valeur sur le territoire national. Ce geste initial paraît limité, mais il réorganise déjà les comportements économiques. Dans le même temps, le programme solaire Yelen élargit l'impact au-delà de l'agriculture. Plus de 150 villages, jusque-là dépendants d'une électricité rare ou intermittente, accèdent à une énergie continue. Cette disponibilité modifie les usages. Les écoles prolongent leurs horaires, les dispensaires sécurisent les soins nocturnes, les ateliers ruraux gagnent en régularité. L'électricité cesse d'être un service extérieur pour devenir une compétence locale, maîtrisée et entretenue sur place. C'est ici que la cohérence du modèle apparaît. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les projets ne sont pas empilés mais articulés. L'énergie soutient la transformation agricole. La transformation justifie l'amélioration des routes. Les routes rapprochent les marchés et réduisent donc les pertes. Chaque élément renforce l'autre, sans dépendre d'un apport massif unique. Ce contexte éclaire la trajectoire actuelle. Le changement ne vient pas d'un choc spectaculaire, mais d'une accumulation de décisions coordonnées. La question n'est plus de savoir si les premiers résultats existent, mais s'ils peuvent enclencher une dynamique durable. Pour mesurer l'effet réel des premières de transformation, il faut quitter les indicateurs globaux et observer ceux dont le quotidien a basculé. Le premier guide de ce parcours est Abdoulaye, agriculteur près de Bobo Dioulasso. Pendant longtemps, ses récoltes se gâtaient sous le soleil, faute de débouchés fiables. L'ouverture de l'usine de transformation change la donne. Il découvre un acheteur régulier, des délais clairs et une stabilité de revenus qui lui permet enfin de planifier ses saisons. Autour de lui, la coopérative s'organise différemment, mutualise le transport et réduit les pertes post-récolte. Plus au nord, Aïcha incarne une autre facette de l'impact précoce. Formée dans un programme solaire local, elle assure désormais la maintenance des panneaux d'un village sahélien.
Son travail ne se limite pas à une tâche technique. Il garantit la continuité de l'électricité pour les soins de nuit, l'éclairage des écoles et l'activité des ateliers. Sa présence témoigne d'un déplacement essentiel. L'énergie n'est plus importée comme un service, elle est produite, gérée et réparée localement. Ces trajectoires individuelles révèlent un mécanisme commun. Les infrastructures prennent racine lorsqu'elles s'inscrivent dans des compétences humaines identifiables. Les villageois apprennent à réparer, les jeunes techniciens trouvent un emploi immédiat, les communautés développent un sentiment de maîtrise collective. L'impact précoce ne se mesure donc pas seulement en kilomètres de route ou en mégawatts installés. Il se lie dans la capacité retrouvée à agir, décider et anticiper. Autrement dit, une souveraineté qui commence dans des gestes concrets et reproductibles. Tout commence par un déclencheur discret, presque banal. Une usine de transformation ouvre ses portes et met fin à une absurdité ancienne. Produire sans pouvoir transformer. Ce premier maillon change immédiatement les comportements. Les agriculteurs sécurisent leurs débouchés, les coopératives s'organisent, les flux deviennent prévisibles. La valeur cesse de quitter le territoire à l'état brut. Ce signal, modeste en apparence, installe une confiance nouvelle. Il prouve qu'un modèle intérieur peut fonctionner, sans attendre une intervention extérieure massive. Le second mouvement accélère la dynamique. Le programme solaire Yellen entre en scène et redistribue les équilibres. L'énergie, autrefois rare et coûteuse, devient continue et maîtrisée localement. Les villages prolongent leurs activités après le crépuscule. Les ateliers s'équipent. Les écoles adaptent leurs horaires. Les dispensaires sécurisent les soins nocturnes. Cette disponibilité énergétique ne crée pas seulement du confort, elle transforme l'économie informelle en économie productive. Une idée circule alors. Si la lumière vient du village, la décision peut aussi venir du village. Le climax survient lorsque les infrastructures cessent d'évoluer séparément. Le chantier routier reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire agit comme un pivot. Les délais de transport se contractent, les coûts logistiques diminuent, les marchés se rapprochent. Les régions longtemps isolées rejoignent le rythme national, les commerçants franchissent des distances jugées autrefois impraticables. Les produits transformés trouvent plus facilement des débouchés. L'économie commence à respirer de manière plus homogène. À ce stade, les secteurs ne progressent plus en parallèle, mais en interdépendance. L'agriculture alimente la transformation. La transformation justifie l'énergie. L'énergie soutient les hôpitaux et les ateliers. Les routes relient l'ensemble. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette articulation devient une méthode. Il exige des chantiers financés localement lorsque c'est possible, encourage la formation de techniciens nationaux et impose une discipline d'exécution. Pour beaucoup d'acteurs locaux, ce cadre marque un changement d'attitude autant qu'un changement structurel. Lorsque l'intensité retombe, une phase de rémanence s'installe. Les progrès ne dépendent plus uniquement d'une impulsion centrale. Les acteurs locaux s'approprient les outils. Les villages électrifiés réorganisent leurs horaires de travail. Les agriculteurs planifient leurs récoltes en fonction des capacités de transformation. Les jeunes techniciens créent des ateliers de maintenance. Les marchés régionaux s'ajustent à la nouvelle fluidité des routes. Cette rémanence est décisive. Elle indique que la transformation ne repose plus sur un événement isolé, mais sur une culture de production en train de se consolider. Les communes renforcent leurs capacités. Les initiatives citoyennes se multiplient. Les projets cessent d'être perçus comme des chantiers temporaires et deviennent des repères durables. L'enchaînement déclencheur, climax, rémanence, révèle un arc rare, celui d'un changement qui s'auto-entretient. Le Burkina Faso n'avance plus par à-coups, mais par capillarité. Chaque amélioration ouvre la voie à la suivante. C'est cette continuité, plus que la vitesse, qui redéfinit la trajectoire nationale. Avant les premières réformes, moins de 40% des récoltes maraîchères atteignaient un marché structuré. Aujourd'hui, la transformation locale absorbe une part bien plus stable de la production. Ce basculement résume la logique de départ et de progression qui structure la méthode défendue par Ibrahim Traoré. Partir d'un état fragmenté, réduire les pertes visibles, puis consolider chaque gain par une infrastructure complémentaire. Le premier indicateur concerne la production agricole.
Le pays enregistre une hausse de 40%, chiffre qui ne renvoie pas à une simple augmentation des volumes, mais à une stabilisation des cycles. Cette progression s'explique par 3 mécanismes combinés: la réduction des pertes post-récolte grâce à la transformation locale, l'existence de débouchés réguliers qui sécurisent les prix et l'amélioration des routes qui rapprochent les zones de production des centres de transformation. Concrètement, les coopératives observent une rotation plus rapide des stocks, des revenus moins erratiques et une capacité nouvelle à planifier les saisons agricoles. Le deuxième indicateur touche aux échanges commerciaux. Les flux progressent de 25%, portés par la contraction des délais de transport et par la disponibilité d'une énergie continue dans les zones rurales. Ce pourcentage traduit l'entrée de producteurs auparavant marginalisés dans des circuits formels. Les marchés urbains reçoivent désormais des produits qui restaient confinés aux campagnes. Les commerçants élargissent leurs axes d'approvisionnement et peuvent anticiper leur livraison. La prévisibilité logistique réduit les coûts, renforce la confiance entre acteurs et attire des investissements locaux jusque-là hésitants. Le troisième indicateur concerne la santé publique. La mortalité infantile recule de 15%, résultat d'un ensemble de facteurs étroitement liés: l'électrification continue des dispensaires, la formation de personnels médicaux et la disponibilité d'équipements fonctionnels jour et nuit. Cette baisse ne relève pas d'un progrès abstrait. Elle correspond à un accès plus rapide aux soins d'urgence, à la conservation fiable des vaccins et à une fréquentation accrue des centres de santé. Les familles me consultent plus tôt, car les infrastructures inspirent désormais confiance. Pris isolément, ces chiffres pourraient sembler modestes à l'échelle internationale, mais leur force réside dans leur articulation. Aucun indicateur n'évolue seul. L'agriculture soutient le commerce. Le commerce justifie l'amélioration des routes, l'énergie rend possible les soins et la transformation. Cette cohérence transforme les données en systèmes, plutôt qu'en trophées statistiques. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, les chiffres servent d'outils de pilotage. Ils permettent d'ajuster les priorités, d'identifier les goulets d'étranglement et de consolider les maillons fragiles. La progression mesurée n'est pas présentée comme un aboutissement, mais comme un multiplicateur. Chaque gain devient un point d'appui pour le suivant. Ainsi, le passage du baseline au delta ne raconte pas une performance ponctuelle. Il décrit une orientation stratégique. Faire de l'amélioration continue une méthode nationale. Les résultats ne promettent pas l'absence de choc futur. Ils indiquent toutefois qu'un pays enclavé peut transformer des contraintes structurelles en leviers mesurables, à condition de relier systématiquement les secteurs entre eux. Deux critiques majeures reviennent régulièrement lorsqu'on analyse la trajectoire actuelle du Burkina Faso. La première affirme qu'un modèle fondé sur l'autosuffisance relative risque d'isoler le pays à moyen terme. Selon cette lecture, réduire la dépendance à l'aide internationale et privilégier la production intérieure priverait l'économie d'investissement lourd, de technologies avancées et d'accès privilégié aux grands marchés mondiaux. L'enclavement géographique est présenté comme une contrainte irréductible, renforcée par l'absence d'accès direct à la mer. Dans ce cadre, la stratégie portée par Ibrahim Traoré serait soutenable à court terme, mais fragile dès lors que la croissance nécessiterait un changement d'échelle. La seconde critique porte sur la résilience interne. Certains observateurs estiment qu'un maillage de projets locaux, même bien coordonnés, pourrait manquer de profondeur face à un choc majeur. Une sécheresse prolongée, une dégradation sécuritaire ou un ralentissement régional suffirait, selon eux, à déséquilibrer l'ensemble. Ils reconnaissent les progrès observés, mais doutent qu'un système reposant sur des capacités locales encore jeunes puisse absorber des crises externes sans un appui international fort. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Toutefois, ils sous-estiment la logique d'interconnexion déjà à l'œuvre. Les données disponibles montrent que les initiatives ne fonctionnent pas en silo. L'usine de transformation stabilise les revenus agricoles et sécurise l'approvisionnement des marchés. Le programme solaire Yelen garantit l'énergie nécessaire aux ateliers, aux hôpitaux et aux écoles. Les routes réduisent les coûts logistiques et maintiennent la continuité territoriale. Chaque maillon compense partiellement les fragilités potentielles d'un autre.
Cette architecture intégrée ne supprime pas les risques, mais elle modifie leur nature. Au lieu d'une dépendance unique et massive, le pays construit une résilience distribuée. Les chocs ne sont plus absorbés par un seul levier, mais par un ensemble coordonné de capacités. C'est là le cœur de la réponse portée par Ibrahim Traoré. La stratégie ne prétend pas abolir les contraintes structurelles. Elle cherche à les diluer en multipliant les points d'appui internes. Cette approche n'exclut pas les partenariats extérieurs. Elle les redéfinit à partir d'une base plus solide. La question n'est donc pas de savoir si le modèle est sans risque, mais s'il offre plus de marge de manœuvre qu'auparavant. À ce stade, la transformation ne se lie plus seulement dans les chiffres ou les infrastructures, mais dans la manière dont elle est perçue par ceux qui la vivent. Lorsque l'électricité issue du programme solaire Yelen s'installe durablement dans les villages, elle modifie un rapport fondamental au temps et à l'attente. La nuit, autrefois synonyme d'arrêt, devient un espace d'activité continue. Les ateliers prolongent leur travail, les élèves étudient plus longtemps, les dispensaires sécurisent les soins d'urgence. Ce basculement marque un moment charnière décisif. Il ne s'agit plus de prouver que les projets fonctionnent, mais de constater qu'ils sont intégrés. L'énergie locale cesse d'être un symbole de modernisation pour devenir un outil ordinaire, presque invisible parce qu'il est fiable. Cette banalisation est précisément le signe de la réussite. Ce qui semblait exceptionnel devient normal. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette normalité nouvelle redéfinit la souveraineté au quotidien. La dépendance énergétique recule non par rupture brutale, mais par substitution progressive. Là où l'obscurité imposait la paralysie, la lumière locale ouvre un champ de décision. Les communautés n'attendent plus une intervention extérieure pour agir. À partir de ce point, le récit change de nature. La trajectoire du pays n'est plus portée uniquement par une impulsion politique centrale. Elle avance parce que des milliers d'acteurs constatent chaque soir que les outils fonctionnent. Cette certitude partagée constitue la véritable bascule. La souveraineté devient une expérience vécue, répétée et transmissible. Les effets de la transformation engagée apparaissent désormais avec netteté dans la vie quotidienne de 4 groupes clés de la société burkinabé. Chacun perçoit la trajectoire en cours à travers des bénéfices spécifiques, mais reliés par une même logique d'interdépendance. Pour les agriculteurs, le changement commence dans les champs et se prolonge jusqu'au marché. Les pertes post-récolte diminuent, les débouchés se stabilisent et les revenus deviennent plus prévisibles. L'existence d'une transformation locale permet de lisser les aléas saisonniers et de réduire la dépendance aux intermédiaires lointains. Les coopératives agricoles structurent mieux leurs flux, mutualisant le transport et alignent leur calendrier sur les capacités industrielles. Cette stabilité nouvelle redonne un pouvoir de décision aux producteurs qui peuvent anticiper plutôt que subir. Pour les entreprises locales et les ateliers, l'accès à une énergie continue constitue un tournant. Grâce au programme solaire Yelen, les horaires s'allongent, les équipements se modernisent et la productivité gagne en régularité. Les routes rénovées réduisent les délais d'approvisionnement et sécurisent la distribution. Les coûts logistiques se contractent, ce qui améliore la compétitivité des petites structures sur les marchés régionaux. Des investisseurs locaux, longtemps hésitants, trouvent dans cette prévisibilité un motif de confiance. Pour la jeunesse et la diaspora, l'impact est autant économique que symbolique. Les jeunes techniciens formés localement trouvent des emplois immédiats dans la maintenance solaire, les chantiers routiers ou les infrastructures de santé. Les parcours professionnels cessent d'être exclusivement tournés vers l'extérieur. La diaspora observe ces évolutions comme une opportunité de contribution utile, par des retours temporaires ou des transferts de compétences. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'action politique se traduit ici non par un discours mobilisateur, mais par un terrain concret où les compétences nationales acquièrent une valeur tangible. Pour la région du Sahel et les territoires voisins, le Burkina Faso devient un point de référence. Les pays environnants observent l'enchaînement des réformes et leurs effets cumulés. Une usine finance d'autres projets, une route ouvre un corridor commercial. L'énergie sécurise les services essentiels. Cette dynamique inspire des initiatives comparables dans certaines zones frontalières.
Le pays, longtemps perçu comme enclavé, se transforme en laboratoire de souveraineté pragmatique. Ces 4 perspectives convergent vers un même constat. Les avancées ne sont ni isolées, ni purement symboliques. Elles forment un écosystème où chaque groupe renforce les autres. L'agriculteur bénéficie de l'énergie et des routes. L'entreprise dépend de la production locale. La jeunesse trouve des débouchés concrets. La région observe un modèle en construction. C'est dans cette convergence que réside le véritable impact. La souveraineté cesse d'être une abstraction politique. Elle devient une expérience partagée, mesurable et visible, inscrite dans les pratiques quotidiennes et les décisions collectives. À l'horizon des prochains mois, la trajectoire engagée ouvre 3 scénarios distincts. Ils ne prédisent pas l'avenir, mais décrivent des conditions possibles, selon la manière dont les dynamiques actuelles seront consolidées ou fragilisées. Dans un scénario de base, les initiatives locales gagnent en maturité sans rupture majeure. Les coopératives agricoles augmentent progressivement leur capacité de transformation. Les ateliers de maintenance solaire se multiplient autour des zones déjà électrifiées. Les routes récemment achevées fluidifient davantage les échanges entre régions. Le système progresse par ajustements successifs. Les écarts territoriaux persistent, mais se réduisent lentement. La souveraineté économique avance par stabilisation plutôt que par accélération. Dans un scénario optimiste, si la coordination s'intensifie, l'effet d'entraînement devient plus visible. Les formations techniques locales produisent une main-d'œuvre suffisante pour assurer la maintenance des équipements. Les communes harmonisent leurs projets et réduisent les doublons. Les flux commerciaux gagnent en densité, ce qui attire des investissements locaux supplémentaires. La diaspora s'implique davantage par des retours temporaires et des transferts de compétences. Dans ce cas, chaque secteur renforce les autres et la dynamique cumulative s'amplifie sans nécessiter de nouveaux chantiers lourds. Dans un scénario de tension, certaines zones peinent à maintenir leurs équipements. Les retardements de maintenance s'accumulent, faute de personnel qualifié disponible partout. Les circuits de distribution fonctionnent de manière irrégulière. L'énergie reste présente, mais son exploitation est inégale. Le pays ne régresse pas, mais son rythme se fragmente. Les disparités régionales deviennent plus visibles, ce qui pèse sur la cohérence d'ensemble. Ces scénarios partagent un point commun. Aucun ne dépend d'un événement spectaculaire extérieur. Ils sont conditionnés par la qualité de l'exécution, la capacité de coordination et la continuité des compétences locales. La variable décisive n'est pas la taille des budgets, mais la solidité des liens entre agriculture, énergie, routes et services publics sociaux. La leçon méthodologique est claire. Si les acteurs privilégient l'entretien, la formation et l'articulation des projets existants, la trajectoire peut se renforcer. A l'inverse, si l'attention se disperse, les gains restent partiels. La question centrale devient alors un exercice de lucidité collective. Quelle priorité choisir pour que la dynamique observée reste cumulative plutôt que fragmentée ? À ce stade du parcours, le récit cesse d'être uniquement descriptif. Il entre en résonance avec l'expérience de ceux qui l'observent, qu'ils soient proches ou éloignés du Burkina Faso. 3 niveaux d'identification apparaissent, chacun révélant une facette différente de la transformation en cours. Pour les observateurs extérieurs, l'histoire interroge la valeur de l'action locale. Voir une récolte stabilisée, un atelier fonctionner après la tombée de la nuit ou un dispensaire sécurisé rappelle que les changements durables naissent rarement de décisions spectaculaires. Ils prennent forme lorsque les infrastructures répondent à des besoins concrets et répétitifs. Cette leçon dépasse le Sahel. Elle concerne toute société confrontée à la fatigue institutionnelle ou à la rareté des moyens. Pour les acteurs associatifs, communautaires ou municipaux, le cas burkinabé agit comme un rappel pratique. Un projet gagne en force lorsqu'il est compréhensible, mesurable et appropriable. L'électricité n'est pas seulement installée, elle est entretenue. La route n'est pas seulement construite, elle est utilisée. La transformation agricole ne se limite pas à une usine, elle restructure des coopératives entières. Cette logique souligne l'importance de relier les initiatives plutôt que de les juxtaposer. Pour le lecteur individuel, enfin, le récit fonctionne comme un miroir plus intime. Il pose une question simple. À quel moment une communauté cesse-t-elle d'attendre et commence-t-elle à agir avec les moyens dont elle dispose ?
L'expérience burkinabé suggère une réponse progressive. La capacité d'action se construit lorsque chacun peut constater l'utilité immédiate de son effort, même modeste. Ce déplacement du regard est essentiel. Il montre que la souveraineté, au sens large, n'est pas une abstraction politique réservée aux États. Elle commence lorsque des collectifs retrouvent la maîtrise de leurs outils et de leurs choix. C'est cette proximité entre action et résultat qui transforme une trajectoire nationale en source de réflexion universelle. Pour que les acquis observés se consolident dans la durée, une feuille de route progressive se dessine, inspirée des principes mis en avant par Ibrahim Traoré, mais désormais traduite en actions mesurables. L'objectif n'est pas d'ajouter de nouveaux chantiers spectaculaires, mais d'augmenter la fiabilité de ceux qui existent déjà. D'abord, l'attention se porte sur la maintenance. Les communes doivent donc constituer des équipes locales dédiées à l'énergie, aux routes et aux centres de santé. La priorité est la continuité de service. Les indicateurs sont simples: taux de disponibilité des équipements, délai d'intervention, nombre d'heures de fonctionnement effectif. Sans cette base, les gains précédents s'érodent rapidement. Ensuite, il s'agit de la formation courte et ciblée. Les centres régionaux peuvent organiser des sessions axées sur la réparation solaire, la gestion de la chaîne du froid et l'entretien des infrastructures routières légères. Le critère de succès n'est pas le volume de diplômés, mais leur employabilité dans les 6 mois. Chaque technicien opérationnel renforce l'autonomie locale. Puis, l'objectif est de la coordination économique. En alignant coopératives agricoles, transporteurs et unités de transformation, il devient possible de réduire les pertes et d'améliorer la rotation des stocks. Les volumes effectivement transformés, la régularité des livraisons et la diminution du gaspillage servent de mesures de pilotage. Après cela, il convient de l'intégration territoriale. Les projets portés par associations, comités villageois et petites entreprises doivent être inscrits dans un cadre partagé afin d'éviter les doublons. Le nombre de projets coordonnés à l'échelle communale ou régionale devient un indicateur clé. Enfin, un fil transversal relie l'ensemble. La transparence de suivi. Les données servent à ajuster, non à communiquer. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette logique transforme la souveraineté en processus continu, fait de gestes coordonnés plutôt que d'annonces ponctuelles. Au moment de refermer ce parcours, les visages croisés plutôt reviennent comme des repères silencieux. Abdoulaye dans ses champs, Aïcha devant ses panneaux solaires. Leurs gestes quotidiens forment le fil conducteur qui relie les choix politiques aux réalités humaines. Rien d'héroïque, rien de spectaculaire, mais une continuité patiente qui donne corps à la transformation engagée. Ce lien entre les individus et les infrastructures constitue la clé du modèle porté par Ibrahim Traoré. La souveraineté ne se mesure pas à la taille des budgets ni à la vitesse des annonces. Elle se lie dans la capacité d'un agriculteur à planifier sa saison, d'une technicienne à garantir la lumière toute la nuit, d'une communauté à maintenir ce qu'elle a construit. Les chantiers prennent de la valeur lorsqu'ils se prolongent dans la vie ordinaire. Le motif initial réapparaît alors avec évidence. Une récolte qui ne pourrit plus, un village qui reste éclairé après le crépuscule. Ces détails, presque invisibles, expliquent mieux que tout discours pourquoi la dynamique tient. Ils rappellent que le changement durable ne repose pas sur un moment fondateur unique, mais sur la répétition de gestes simples, rendus possibles par des outils maîtrisés. C'est dans cette constance que s'inscrit l'émotion centrale du récit. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être une idée abstraite. Elle devient une pratique quotidienne portée par ceux qui la vivent jour après jour, sans bruit. L'histoire qui se dessine au Burkina Faso ne se referme pas avec la fin de ce récit. Elle dépasse un pays, un contexte ou une période donnée. Elle interroge plus largement la manière dont des sociétés, confrontées à des contraintes fortes, parviennent à recréer du mouvement sans attendre des solutions venues d'ailleurs. Les transformations observées invitent à regarder autrement les initiatives locales, souvent jugées trop modestes pour compter. Pour ceux qui suivent l'actualité africaine, cette trajectoire offre un point d'observation précieux. Elle montre que la souveraineté n'est pas une rupture brutale avec le monde, mais une capacité progressive à choisir, à prioriser et à relier les secteurs essentiels. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le cas burkinabé suggère qu'un État peut redéfinir ses marges de manœuvre
en partant de gestes simples, à condition qu'ils soient cohérents et partagés. Ce récit n'appelle pas une adhésion automatique, ni un jugement définitif. Il ouvre un espace de réflexion, car chaque contexte est différent, chaque société possède ses propres contraintes et ressources. Reste alors une question adressée à chacun. Que signifie, dans votre propre environnement, la capacité d'agir sans attendre, et comment cette idée pourrait-elle se traduire concrètement ?